Au bout du petit matin, l'échouage hétéroclite, les puanteurs exacerbées de la corruption, les sodomies monstrueuses de l'hostie et du victimaire, les coltis infranchissables du préjugé et de la sottise, les prostitutions, les hypocrisies, les lubricités, les mensonges. Les faux, les concussions, les avidités, les hystéries, les arlequinades de la misère. Ici, la parade des risibles et scrofuleux bubons, les boutures de microbes très étranges, les poisons sans alexitaire connus, les sanies de plaies bien antiques, et les fermentations imprévisibles d'espèces putrescibles. Marc, Serge et puis Cyril, debout dans les cordages pour le festival Vagamonde à la filature. Vagamonde, pourquoi ça évoque quoi pour vous, Vagamonde, Marc? Truc tout con, vagabond. Mais voilà. Bah, je sais pas, une parole itinérante, on va dire, qui vienne un peu partout, tu vois. Une parole plutôt poétique en plus, tu vois. Voilà. Qui prend sa source dans le monde entier. Et Serge et Cyril, vous êtes des vagamondeurs? Alors vagamonde, moi je vois des grosses vagues qui recouvrent le monde et c'est foutu en fait. Non, c'est terrible. Oh là là, c'est le dernier festival au monde en fait. C'est ça peut-être que ça veut dire vagamonde. C'est le tsunami gigantesque de poésie. Un tsunami poétique. Oh là, ça c'est beau. Attends, je vais noter ça pour le prochain. Faut le noter. Alors comme on vous l'a demandé, je pense assez régulièrement, pourquoi cette fusion? Une certaine liberté d'expression, je pense. Oh, écoute, c'est plus lié au plaisir en fait, de lier, déjà de nous retrouver tous les trois, premièrement. C'était l'occasion de se retrouver pour la première fois à faire un projet créatif ensemble. Et puis, on l'avait pas pensé au départ, vu que c'est une proposition qu'on nous a faite d'accaparer un texte de Césaire. On savait, en plus, on avait le choix. Donc on a réagi à une demande. Donc c'est pas un truc pensé au départ. Césaire, on connaissait, c'est une chose, tu vas te connaître un auteur, mais de là se dire, tiens, un jour j'ai envie de le mettre en musique, et je vais contacter quelqu'un, et on fait quelque chose, c'est autre chose, bref. Donc c'est avec cette occasion qu'on a eue, qui nous a été offerte par déjà, j'ai oublié le goût des autres, ouais, voilà. C'est un film aussi. C'est aussi un super film. Et du coup, c'est carrément génial ça. Et bref, du coup, voilà, tu vois, c'est un festival qui nous a contactés. Et du coup, ça nous a permis de se mettre en route tous les trois. En fait. Mais c'était ça au départ. Mais quand même, après, il y avait tout le travail à faire. Le plus dur, je pense, ça a été au départ l'adaptation du texte. Je pense que Marc en parlera, mais parce qu'il y a quand même. Nous, on l'a contacté, Marc, on lui a dit on veut bosser sur un texte de Césaire. On n'a pas envie de te dire quoi, parce que c'est bien si tu choisis. Par contre, nous, ce qu'on veut faire, c'est par rapport à Césaire, on trouve que c'est important d'être quelque part dans la poésie. Ça veut dire une grosse souplesse musicale, donc le mieux c'est d'être dans l'improvisation, de ne pas prévoir trop ce qu'on va faire, on prévoit toujours un peu évidemment.
mais pas trop prévoir, histoire d'être un peu frais. Tu vois. Donc nous, on est quand même dans un aspect aussi qui est hyper ludique. De jouer, en fait, comme tu joues avec les mots, tu joues avec les sons des mots, tu joues avec tes propres sons sur l'instrument. C'est un plaisir qu'on est dans un truc de joie, d'excitation. Et juste avant de passer à Marc, justement par rapport au texte, et toi Cyril, justement la poésie c'est fait de rythme, et toi t'es monsieur rythme dans le groupe. Comment on a débarqué au niveau du port de Nantes? Vous saviez qu'il y avait justement toute une expo qui était dédiée à Nantes, constamment les anneaux de la mémoire, vous connaissiez ça? Un mémorial. Le mémorial, ouais. Le mémorial de l'esclavage à Nantes, tout à fait. Et vous en pensez quoi justement de tout ça? Bon, l'histoire de savoir ce qui s'est passé, c'est important. Je sais pas si ça sert à grand chose, excusez-moi de dire ça, mais carrément, c'est terrible. Le monde va tellement bizarrement, on marche tellement sur la tête, c'est super bizarre. Mais à la fois, c'est quand même important de savoir des villes comme Nantes, comme Bordeaux, je sais pas La Rochelle, dans quelle mesure sont construites en fait. On dit c'est des villes qui sont super belles et tout, l'architecture est magnifique, c'est vrai, mais ça s'est construit sur le commerce des esclaves en fait. Moi je sais ça depuis que je suis gamin, parce que j'ai grandi à Bordeaux. On le savait, après c'était pas un truc qui était très mis en avant, et puis après il y a tout ce qu'on appelle le travail de mémoire et tout ça qui fait que bon, les médias ont commencé à en parler et tout, etc. Donc tout le monde était facilement au courant en fait de ces histoires-là. Le travers, ça peut être aussi l'espèce de bonne conscience, quoi, tu vois. Et ça, nous on fait vachement gaffe à ça. C'est-à-dire que déjà. Nous, la question de la légitimité aussi de porter cette parole, tu vois, forcément c'est posé entre nous trois, tu vois, de se dire écoute, et du coup forcément, tu vois, un texte aussi emblématique que ça sur de la poésie black, voilà, blanc, bon moi je sais pas, je suis marron quoi, tu vois, on va dire. Espèce de blanc cassé quoi, et d'un coup tu te retrouves avec une équipe de blancs ou bien voilà qui porte cette parole, mais en même temps. La question de la légitimité, on l'a vite résolue. C'est-à-dire dans le sens où on se dit que aussi la portée de ce texte-là, Césaire le dit même à un moment donné dans ce poème, il dit, moi, lui, il s'adresse pour la faim universelle et la soif universelle. C'est-à-dire qu'il regroupe, en gros, tous les ostracisés, les opprimés, et il s'adresse à tout ça. Et c'est là toute la grandeur de ce poète, c'est qu'il dépasse la condition juste purement noire, quoi, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que voilà, en 5 minutes ça a été torché l'histoire de la légitimité, et au contraire c'est bien, mais par contre effectivement on est hyper vigilant parce que voilà, la bonne conscience blanche là c'est quelque chose qu'on déteste si tu veux, tu vois, de se dédouaner sous prétexte qu'il va faire des commémorations, des appels de mémoire, machin, et au final de dire je suis non même pas ça, c'est c'est plutôt l'hypocrisie si tu veux, tu vois, de dire on va faire des commémorations, mais ça nous empêche pas de continuer quand même, parce que on parlait d'esclavage au tout début, si tu veux, l'esclavage moderne prend tu vois, des formes très diverses, quoi, si tu veux. Ok, l'esclavage du temps de Césaire, voilà, ça a été soi-disant aboli, mais il y a des nouvelles formes d'esclavage, quoi. Si tu veux, on peut considérer aussi que l'ouvrier, tu vois, au 3-8, c'est de l'esclavage moderne aussi, tu vois. Et on peut considérer que la bonne qui travaille, tu vois, voilà, dans le 16e par exemple, je voyais un reportage l'autre fois où du coup les mecs ils leur confisquaient leur passeport, tu vois, et pour les payer à coups de lance-pierre, bah, ça aussi c'est l'esclavage moderne, quoi, tu vois. Enfin, il y a la politique de Merkel, voilà. où tu travailles à 1 euro de l'heure. Non mais c'est ça, en fait, on est quand même dans un tournant de société où les classes middle class sont détruites, il reste plutôt pas mal de plus en plus de pauvres, et c'est une sorte de retour au Moyen-Âge économique, social, c'est une forme d'esclavagisme en fait, qui est dictée entre guillemets par les lois de la finance, qui toutes les grandes corporations et toutes ces choses qui sont au-dessus des États, qui font que les États sont coincés, et j'en comprenne plus rien, parce que c'est à la fois on te fait le chaud, le froid, toutes ces espèces de pratiques qu'utilisent les manipulateurs pour stupéfier les gens dans leurs pensées, et qui fait que tu ne peux plus penser en fait, et t'es coincé. Enfin,
c'est une nouvelle forme d'esclavagisme, effectivement. Ouais. On vit ça tous, on est tous, soit directement, soit on a des amis, soit on est tous confrontés dans tous les cas, au moins cette notion qui nous est proche, enfin, tout le monde maintenant. C'est pas, ça touche. Alors ces textes de Césaire que vous faites, enfin que vous interprétez d'une certaine manière, pour vous ils sont intemporels, on va dire, quelque part, parce que ils sont intemporels et même visionnaires. C'est-à-dire que malheureusement, ils nous donnent des clés de lecture sur le monde actuel, alors que ça a plus de 100 ans, si tu veux. Enfin, pas plus de 100 ans, mais parce que la première version était en 1937. Il y aurait quelqu'un, justement, comme admettons Césaire ou d'autres encore, hein, qui ont écrit des choses comme ça. À l'heure actuelle, il y a des gens qui vous viennent à l'esprit qui essaieraient d'être dans un peu dans le même système où dans 50 ans on va parler d'eux, alors que c'est aujourd'hui qu'ils sont en train d'écrire. Il y en a plein, malheureusement. C'est-à-dire, généralement, globalement, c'est des gens qui se tenaient informés de comment tournait la société dans leur temps. Quand je pense à Everno, lui qui a écrit donc La peau et les os, là, dans les années fin des années 30, des années 40, lui il voit déjà les politiques qui sont encoquinés avec les marchands pour pouvoir gagner de la puissance économique, pour pouvoir faire de la propagande de façon plus facile. Mais ça existe depuis tellement longtemps. Enfin, tu vois, c'est le fait que notre société est aussi une société de spectacle, en fait. Et c'est des choses qui sont apparues déjà fin 1800, c'était déjà comme ça. C'est-à-dire dès qu'il y a eu ces avancées vraiment du monde capitaliste, où les gens sont sortis en masse des campagnes et ont commencé à habiter les villes, t'as eu ces transformations de société qui ont poussé les gens aussi à commencer à vivre dans ce qu'on appelle le temps qu'on a pour faire autre chose, des loisirs en fait. Et la société de spectacle est née aussi de ça, et née aussi de la manipulation des gens par d'autres gens. Et le spectacle en lui-même, enfin, tout, tu vois, l'idée de se dire tout est spectacle et tout, enfin, il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus. Malheureusement, c'est toujours autant d'actualité. Et encore plus même. Mais tous les poètes, de toute façon, de manière, quand je parle de poètes, c'est au sens noble du terme, hein, je parle pas de ceux qui racontent, qui parlent des pâquerettes, hein. Mais la poésie, en gros, quand tu es poète, tu t'inspires de l'air du temps, et forcément, il y a quelque chose de aussi un peu visionnaire, parce que tu essayes de capter ce qui va arriver. Tu vois, ça manquerait ça de pouvoir. Heureusement, je dirais qu'il y a des artistes comme vous qui mettaient en lumière des gens qui ont écrit des choses comme ça. Est-ce que ce serait important de quand même enseigner ça à l'école aux enfants? Ce qui est surtout important, moi je pense, c'est de leur transmettre la curiosité, d'aller chercher par eux-mêmes, et de pas se laisser justement amener de tel divertissement avilissant à l'autre divertissement avilissant, et d'aller creuser, d'aller chiner, d'être curieux. Parce qu'on a l'impression que là, on est en train de mener les enfants en disant voilà, parce que moi, avec les événements qu'il y a eu, je veux dire voilà, on essaie de trouver un système de mixité dans les écoles, choses comme ça. Donc, est-ce que des auteurs comme Césaire ou quoi que ce soit devraient être mis en avant et d'être enseignés pour que mais au-delà ça tilte un peu comme toi? Au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut surtout enseigner aux gens la curiosité artistique, parce que des poètes qui s'insurgent contre l'air du temps, qui vont avoir une parole, qui va de la nourriture intellectuelle, il y en a. Le tout, c'est la visibilité. C'est que forcément, ils sont pas mis en avant par les gros médias. Donc, il faut avoir la curiosité d'aller chercher ça, d'aller chercher cette nourriture intellectuelle. Et moi, je pense que le plus important, plutôt que de mettre tel ou tel auteur en valeur, c'est plutôt de transmettre ce processus de se dire, cultive-toi, parce que la culture, c'est le seul rempart à la dérive. C'est le seul rempart à la bêtise ambiante, là, tu vois. Et qu'il faut aller chercher plus loin que le bout de son nez. Culture et imaginaire. Bah ouais. Et en fait, c'est quoi? C'est aussi vieux que les premières cités. Alors que ça a des milliers d'années quand même, ces questions-là. Dans les premières cités qu'il y a eu, tu avais déjà des normes établies, les premiers codes et tout. En fait, tout le système bureaucratique qui ordonnait forcément la vie des gens
c'est même avant nos premières cités, mais quand c'est apparu, en fait, ce phénomène-là, tout de suite, t'avais ce qu'ils appelaient les barbares à l'époque, c'est des gens qui respectaient pas ces codes et qui brûlaient, alors ils brûlaient le savoir et tout ça, parce qu'ils disaient, il faut qu'on reste libre, il faut qu'on propose des choses qui partent de l'imaginaire pour être créatif, on veut pas être enfermé dans des codes, mais ça a des milliers d'années, je veux dire, on a toujours fonctionné comme ça, ça fonctionnera toujours comme ça, il y aura toujours des oiseaux qui se lèveront le matin pour dire, bah merde, putain, j'ai envie de faire autre chose, ça me fait chier, je suis pour l'anarchie de ce bordel, j'étouffe là-dedans. Enfin, non seulement on n'invente rien, mais ça existera toujours, heureusement. Mais après, moi je suis super d'accord avec Marc dans la mesure où il faut s'intéresser évidemment à plein de choses, se cultiver et tout, parce que c'est juste bon, merde. Et puis après, c'est bon d'apprendre des trucs, quoi. Enfin, moi, ça me fait kiffer. Et puis laisser l'imaginaire faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire se laisser surprendre, tu vois, par, je sais pas, moi, ça va être n'importe quoi. Mais faire confiance à son imaginaire. Alors, dans certaines interviews, vous avez pu dire que, par rapport à votre, on peut appeler ça un spectacle, mais j'ai du mal à dire ce mot-là parce que je sais pas, j'ai du mal. Performance politique. Ouais, c'est une performance politique, Marc. Poétique. Ok, ça marche. Poétique. Ok, ça marche. Ça vous donne des envies justement pour aller fouiner encore dans d'autres auteurs en se disant ah bah tiens, ça pourrait donner le fil conducteur pour encore autre chose sur d'autres personnes qui ont écrit. Hein. Bien sûr. Ouais. C'est un peu la quête. Il y a un peu des idées, non? Il n'y a pas des noms? Tu veux des scoops, en fait? Non, même pas des scoops. Non, mais pourquoi pas? L'idée, en tout cas, est excitante. L'idée est excitante de reprendre un nouveau texte. Pourquoi pas? Ça, c'est sûr. Et pas d'Aimé Césaire, mais... Ah bah non, ouais. Il y en a plein, Moi, personnellement, j'aimerais bien travailler sur Guy Debord. D'accord. Mais bon, ça, c'est personnel. Il va falloir en parler. La société du spectacle. Tout à fait. Bah ouais. Moi, j'aimerais bien faire, je t'en avais parlé déjà, un ciné-concert sur ce qu'il a fait. Il a mis en image des textes à lui, dont la société du spectacle. Donc il y a un film. Il y a un film qui dure 1 heure, je crois, sur ces textes de la société du spectacle. C'est des montages d'images avec juste sa voix monocorde qui vit. Et ça, je trouverais ça chouette de le mettre en musique. Mais bon, enfin, voilà, c'est dans le panier. Panier à idées. Panier à idées à creuser. Des poètes de toute façon qui ont fait des textes anciens mais qui résonnent actuellement en ce moment, il y en a plein. Mayakovsky, Nazim Hikmet, même on peut prendre quelqu'un comme Artaud, tu vois, sur le travail de la folie, qui est fou. Est-ce que c'est ceux qu'en interne ou bien c'est plutôt ceux qui sont dehors, tu vois, qui sont fous. Enfin des challenges un peu poétiques, tu n'as que l'embarras du choix. Après il faut avoir le temps, il faut avoir tu vois, et faut s'y mettre, quoi. Bon, de toute façon vous êtes conscient que c'est sous une certaine forme de provocation, parce que je sais que j'avais vu des trucs que vous aviez dit, genre il y a un jour, je sais plus si c'était toi, je crois, ou il y a quelqu'un qui était venu te voir en disant, je crois que c'était toi, ça m'a donné envie de lire le recueil en entier de Césaire. Toi, il y a quelqu'un qui t'avait dit ouais, j'ai pas du tout aimé, c'était nul ou je sais plus quoi, et voilà, on a eu des réflexions, donc forcément ça donne des réactions, mais c'est le but aussi, hein. C'est le but aussi, je pense. Ça secoue, faut que ça remue, donc il y en a qui ça va être des retours positifs et d'autres négatifs, mais dans tous les cas, le plus important pour nous c'est de créer des émotions, donc c'est-à-dire que ça a marqué, tu vois, et donc ça peut te déplaire comme ça peut t'enchanter, mais dans tous les cas tu peux pas rester indemne. Et toi, t'as écrit un texte que j'ai écouté sur France Inter, sur Charlie l'année dernière, quand il y a eu les attentats. Il y a un texte de toi ça t'a pris, tu te sentais... je pense pas que t'es un mec, tu te sentais obligé de dire ouais, je vais écrire un texte pour ce qui s'est passé pour Charlie. T'as voulu mettre quoi sur le papier par rapport à ce qui s'était passé? En fait, j'ai écouté le texte sur l'histoire de ce texte-là, c'est parce que du coup il y avait une émission sur France Inter qui s'appelait Il existe un endroit. Et l'animateur en gros m'a proposé puisqu'en fait il faisait un reportage sur nous et qui était diffusé juste à ce moment-là, tu vois, au moment de ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, et il m'a dit est-ce que t'as une tribune à la fin de l'émission, est-ce que t'as envie de t'en emparer ou pas, mais moi j'aime pas trop en général, parce que de toute façon tu sais quand il y a des événements comme ça,
t'entends tout et n'importe quoi, tu vois, t'as des avis de partout, des avis en plus qui sont hyper pertinents et d'autres qui sont juste un flot de conneries, et c'est difficile de te positionner là-dedans, c'est-à-dire tout le monde donne son avis, tu vois, et donc moi c'est un exercice de style où j'ai trouvé ça hyper dur, mais en même temps, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, moi j'ai envie de réagir aussi, et ça a donné ce texte-là, quoi, et je me suis inspiré d'ailleurs du long de l'émission, il existe un endroit, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, et voilà, j'ai essayé de ramener un peu d'humanité à tout ça, quoi, tu vois, parce que moi c'est ça qui m'importe le plus, tu vois, l'humain, quoi, l'humain. Alors, Serge, je sais pas si tu as eu l'occasion de le rencontrer, Mathieu Kassovitz. Il y a un film, toi, je vais te dire l'histoire, il y a un film que j'ai fait voir à mon petit garçon de 12 ans qui le connaissait pas, et ce film-là, il date quand même. Et cette phrase-là, je sais pas si tu la connais au niveau du film, c'est un mec qui est au 10e étage, qui saute du 10e étage, et à chaque étage, il se dit jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Est-ce que et lui, quand mon fils a vu ce film-là la semaine dernière, il me disait papa, il a l'impression que c'était un film qui venait de sortir au cinéma. Est-ce que d'après toi, ce film-là, justement, cette phrase-là culte du film, s'applique toujours par rapport à ce qui peut se passer en France? Écoute, c'est même pas, c'est plus que ça, c'est que c'est devenu une expression courante, quoi. Jusqu'ici tout va bien, on dit tous ça depuis ce film, oui. Je ne sais rien, depuis quand du reste, mais je crois que c'est... Vas-y Marc, t'as envie de dire un truc, j'ai l'impression. Le plus dur, c'est pas la chute, mais c'est l'atterrissage. Exactement. Ben ouais, c'est un classique. Enfin, faut dire, voilà, c'est magnifique ce film poétique. Et effectivement, on peut se dire que ça résonne encore. Alors maintenant, on sait pas jusqu'où la chute va durer, quoi, tu vois, parce que là c'est clair qu'on descend, là, on descend dans les abysses de la connerie, là, tu vois, en ce moment-là, mais... on en a un peu marre, on voudrait appuyer stop là, tu sais, sur cet ascenseur là, vas-y, arrête de descendre, là, remonte un petit coup là, tu vois, parce que là c'est sûr que là le rouleau compresseur de la bêtise là, il est bien en marche là. Hein. Alors toi, Serge, t'en as pas marre des fois quand on te dit l'ex-guitariste Baptiste de Noir Désir, c'est un truc ça t'énerve quand on te dit ça. Moi je voulais pas le dire parce que franchement on s'en fout, quoi. Enfin, tu viens de le dire là. Je viens de le dire, mais c'est ce que j'entends tout le temps. À chaque fois quand on parle de Serge, peut-être moins de Cyril, mais quand on parle de Serge, c'est Serge, l'ex-Baptiste, l'ex-guitariste de Noir Désir. Est-ce que ça te saoule un peu ça? Bon, déjà on m'en parle pas. Peut-être que les gens entre eux, peut-être oui, j'en sais rien, mais... dans les médias, quand on annonce justement... Oui, sur les annonces... Non mais tu sais quoi, c'était mon groupe, voilà, j'ai composé les morceaux du groupe, c'était mon groupe, quoi, donc c'est mon passé, donc tout va bien, que les gens en parlent, pourquoi pas, je m'en fous, non, c'est juste... voilà, c'est partie de mon histoire, quoi. Non, j'en ai pas marre. Tu vois, c'est pas plus qu'autre chose, quoi. Pas contrariant, c'est bien. Non, pas pourquoi. Bon. Mais les gens me saoulent pas avec ça, on n'en parle jamais, hein, Merdez. Hein. Mais c'est marrant, dans les médias, à chaque fois, par exemple, votre venue à Mulhouse fait que on annonce votre prestat, votre performance, et puis à chaque fois on rajoute toujours cette petite dans les médias comme ça. Moi je la rajoute pas parce que bon ça va là, mais parce qu'il faut toujours mettre le mec le plus connu d'un groupe. C'est toujours, c'est des trucs très schématiques, mais ça marche comme ça. Donc s'il commence à t'énerver après ça, tu t'en sors pas, quoi. Comme dit, tu t'en sors pas. Non, c'est comme ça, c'est pas grave, tout va bien. Et toi, Marc, il y a une question, parce que t'es fils d'ouvrier, hein, je partage la même adolescence, ou le même enfantillage. On se dit toujours, ouais, la poésie c'est pas pour les fils d'ouvriers, les petits, parce que la poésie à une certaine époque c'était plus pour les gens beaucoup plus au-dessus dans la société. Ça t'arrive toi de quand même d'avoir un contact assez proche au niveau des ados, pour tu leur dis, parce qu'en ce moment c'est difficile pour eux dans la société, donc les ouvrir sur la poésie c'est pas évident. Mais bah ouais, en atelier d'écriture, moi mon objectif premier d'ailleurs en atelier d'écriture, quand je rencontre les jeunes et puis que voilà j'ai l'occasion de passer un peu de temps avec eux, histoire de commencer à gratter la feuille, moi mon objectif principal c'est de leur prouver par A plus B que n'importe qui est capable
d'écrire un texte, et un beau texte. Et n'importe qui, la poésie, c'est quelque chose qui est très accessible. Et de croire que c'est réservé à une élite, ça c'est un cliché qu'il faut démonter, qu'il faut casser, quoi. Et c'est sûr que moi, de toute manière, mais tu sais, voilà, le monde ouvrier, il a plein de tares, et la première, pour moi, la plus grave et la plus dangereuse, au final, pour ce monde ouvrier-là, c'est ce complexe d'infériorité. Et t'as vite tendance à te dire que voilà, c'est pas pour toi, il faut raser les murs, il faut courber les chines tout le temps, constamment. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable. Et moi, quand on parlait du cahier d'Arturo Pinatal au début, tu vois, c'était une rencontre quand j'avais 18 piges, ça fait partie aussi des armes littéraires, si tu veux, pour conscientiser ce truc-là. Te dire que, bordel de merde, mais ouais, putain, je suis pas voué, moi, pourquoi pas plus qu'un autre, en tout cas, d'aller travailler à la chaîne toute ma vie, ou tu vois, de me contenter des minima sociaux, ou d'aller faire la queue aux Asdec, si tu veux, pour aller quémander, soi-disant, tu vois, mon salaire. Putain, élevons-nous, quoi, élevons-nous. Et ça, c'est une de mes missions, c'est sûr, surtout quand je suis en atelier d'écriture avec des enfants issus de quartiers populaires. C'est ma première mission. Mec, tu es quelqu'un, vas-y, tu vas écrire, tu es capable d'écrire, et ça va sortir des trucs de fous, qui vont être hyper touchants, et qui vont avoir autant de puissance que le mec qui aurait fait Bac plus 8, sinon plus. Parce que toi, tu vas avoir du vécu, tu vas avoir le feeling et les larmes, tu vois, et qui vont faire en sorte que ton texte, eh ben, voilà, on va voir que ça va être authentique, ça va être sincère, et ça va toucher, bim, pile. Et que tu vas pas te cacher derrière des figures de style, où il y a, tu vois, et que d'un coup tu vas être et il va jaillir quelque chose de très lumineux, quoi. Ça réfléchit, Serge, là, pour un projet qui est en cours, quelque chose là qui commence à germer un tout petit peu, peut-être un nouveau projet. Ah, c'est chiant. Non, mais j'en ai tout le temps parce que c'est comme ça et j'ai besoin. Mais non, je réfléchissais à ce que disait Marc tout à l'heure. Non, juste, si, tiens, je sais pas quoi, qu'est-ce que je peux te dire, le prochain disque que je sors. Ah, t'es pas obligé, non, mais si, parce que ça a à voir avec la poésie, donc voilà, autant en parler. C'est un livre-disque qui est coprod mon label Intervalle Triton et les éditions Caeder. C'est un éditeur qui est à Chartres, et un poète qui s'appelle Christophe Stizinski, et qui m'a réuni, qui nous a surtout réunis 4 personnes. C'est-à-dire, moi je suis musicien gratteux, Christophe Stizinski poète, Michel Bulto qui vient de la Beat Generation, qui a bossé avec William Burroughs à New York dans les années 70, qui est un des derniers survivants de la Beat Generation en fait, et Saul Williams qui est un slammer américain vraiment important dans comment dire, l'expansion du slam, vraiment. Donc je bosse avec ces 3 poètes. On a une tournée début mai là, petite tournée. On a une succession de dates, on va dire plutôt qu'une tournée. Et on sort le livre disque dans un mois. En fait, ouais. C'est un bon rendez-vous. Ouais, carrément. Ouais. Et ça, c'est les poètes, tu vois, super actuel. Bulto, pour rebondir sur ce que disait Marc, c'est un mec super trash en fait, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se font une idée de la poésie, c'est un truc qui est pour une élite et tout. En fait, c'est que des idées reçues pour ça, tu vois. C'est juste n'importe qui peut écrire, évidemment, ayant fait des études ou pas, peu importe, on s'en fout. C'est pas ça le propos, quoi. C'est vas-y, jette-toi, et puis il y a des trucs qui sortiront, et par plaisir, parce qu'avant tout, c'est quand même ça au départ, quoi. C'est l'art en général, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est une joie de pouvoir exprimer quelque chose. Créer, quoi. Peu importe le résultat. Mais déjà, le fait d'essayer de faire des choses. Nous, on a fait que ça. Moi, ma vie, c'est que des successions de trucs ratés, en fait. Je pense vraiment. Et c'est par accident que j'arrive à trouver des nouvelles formes, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Et puis je me dis, tiens, ok, ah ouais, d'accord, c'est comme ça, c'est pas mal. Et puis je refais tout le temps parce que je suis jamais satisfait. Et finalement, le temps passe comme ça. Et c'est ça, quoi, je sais pas. Alors je vais vous laisser tranquille. On va juste finir avec un truc. Alors ça m'amuse, moi. J'ai appelé ça question de mots. Je m'amuse à le faire avec certains artistes des fois. Donc je vais commencer, par Cyril, parce que Cyril, il s'endort. Non, je rigole.
Alors j'ai entendu un truc. Alors je vais voir si tu as de la mémoire. Question de mots. Si je te dis canard. T'as vu une vidéo sur le net sur le premier souvenir de ta vie. Je regardais, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, le premier souvenir de ta vie. Donc, je sais pas moi qu'est-ce que c'est cette histoire. Le premier souvenir de ma vie, c'est de prendre le bain dans un baquet quand j'étais enfant et mon père avait gagné un canard en vrai à une fête foraine. Il était avec nous à la maison. Et donc j'ai souvenir d'être dans une bassine enfant et de voir le canard qui barbote avec moi. Voilà, c'est mon premier souvenir de ma vie. Et en regardant, en fouillant un peu, en me disant tiens, il faut que je trouve des trucs un peu, je sais pas, ça c'est amusant. Et je me suis dit tiens, question de mots pour qu'ils réagissent. Et j'ai dit ah c'est mignon comme histoire et tout, que le mot canard comme ça lui évoque quoi. Et il a bien répondu. Tout le monde m'en parle. C'est le truc il n'y a pas une semaine quelqu'un dit ah j'ai vu la vidéo là, tu parles du canard avec toi dans la baignoire. Marc. Oh putain. Oui. Il aime bien écrire, il aime bien les mots. Et voilà. Le rap. Alors là, attention. Voilà. Pas Caris. En bois. Non, c'est juste parce que en fait moi je voudrais juste savoir tes références de rap que toi tout truc, mais en ce moment tous les jeunes voilà dans les oreillettes c'est Maître qu'est-ce que t'en penses? Si je te dis Maître Gims. Maître Gims. Poète, vraiment auteur, qui fait un travail, tu vois, qui innove, qui vraiment pousse le niveau vers le haut. Vraiment, ça me fait plaisir, quoi, tu vois. Non, mais en vrai, je sais pas. Et si je te disais, Et en fait, j'ai même pas envie de donner mon avis sur Maître Gims, ça lui donnerait trop d'importance, quoi. Si tu veux, déjà tout le monde en parle, et donc moi, j'ai même pas envie de me situer par rapport par contre, à une sombre blague, quoi, tu vois. Il y en a un qui m'est venu à l'esprit par rapport à comment toi tu traites la poésie, c'est MC Solar. Ouais, son premier album, Prose Combat, moi je trouve que c'était un bon album, tu vois, qui m'avait touché quand c'était sorti. Il m'avait fait plaisir, quoi, Prose Combat. Et moi c'est, mais de toute façon, moi forcément, tu vois, ça va être dans le Peura, moi que j'écoute, c'est forcément axé sur les mots. Et c'est forcément aussi, du coup, voilà, par conséquence, en gros, le Peura le moins visible. Parce que le Peura, mais ça c'est valable pour tous les styles musicaux, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en lumière, en gros, c'est de la variétoche. C'est le truc le plus formaté. Tu veux choper de la qualité, tu vois, dans tous les styles musicaux, va falloir que tu chines, va falloir que tu sois curieux, comme on disait au début de l'interview. Donc moi, le Peura qui va me toucher, ça va être les rappeurs les moins connus, en gros, malheureusement, mais qui font un travail qui est absolument superbe, et qui heureusement qu'ils sont là, parce que moi c'est de la nourriture. Ma famille rapologique, si tu veux des noms, je peux te dire Lucio Bukowski, je peux te dire Virus, je peux te dire Billy Brolock, je peux te dire JP Manova, je peux te dire Rossé, La Rumeur. C'est bon les jeunes, vous pouvez chercher. Voilà, c'est ça. Et Serge, donc et toi ton mot, si je te dis Barack Obama. J'ai tous ces disques. J'adore sa musique. J'adore son dernier album. Alors si je t'ai choisi Barack Obama, c'est parce que vous avez traité forcément Aimé Césaire qui est noir et Barack Obama forcément, comme tout le monde le sait, qui représente le premier président noir américain. C'est quoi le rapport avec Césaire, Barack Obama? Juste parce qu'il est noir, en gros, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. C'est pour voir ce que Serge en pense. Merde, parce que du coup, de juste de dire, voilà, ils sont noirs, donc forcément, il va avoir des points communs. Ah, mais moi, si je pose la question, c'est parce que beaucoup de gens font des amalgames comme ça. C'est-à-dire, voilà, des noirs, maintenant il y a Barack Obama, donc il y a des gens qui, comme tu disais tout à l'heure, qui se justifient en disant je respecte plus les noirs aujourd'hui parce que il y a un président aux États-Unis qui est noir et ceci et cela. Moi, si je te pose cette question-là, c'est uniquement ce que j'entends dans la rue, tu vois. C'est pas moi qui te la pose, c'est ce que j'entends, c'est ce que mes oreilles entendent. Et c'est pour ça que je t'ai dit ce mot-là. Et là, on a l'air très convaincus. Convaincu. Écoute, non, mais c'est un président, voilà, de ce pays vraiment de merde, qui a quand même pourri la planète sur bien des niveaux et qui continue.
Barack Obama ou pas Barack Obama. Ceci dit, il est moins pire que les républicains, c'est clair. On serait déjà en guerre nucléaire, probablement. Non, il y a tellement de choses à dire, tu vois, le président des États-Unis, tellement de choses à dire. Bon, je sais pas, écoute, je vais pas commencer à réfléchir là-dessus maintenant. Pour dire la connerie, elle a pas de couleur de peau, hein, tu vois. C'est-à-dire que, hein, voilà, ça peut conclure un peu la pensée. Voilà. C'est sur ça qu'on va arrêter. C'était juste question de mots avec Marc, Cyril et Serge. Non, mais c'est, tu vois, si le truc, moi, voilà, premier truc qui me vient vraiment à l'esprit, c'est quel pouvoir peut avoir un chef d'État face aux grandes corporations, à l'industrie pétrochimie, à Monsanto. Quel pouvoir ont les chefs d'État face aux gens qui ont la monnaie, qui ont la finance, vraiment la finance, quoi. Franchement, c'est une bonne question, je pense. Vous avez 4 heures pour plancher dessus. On se retrouve. C'est une bonne question parce que on a plutôt tendance à dire, ok, on va élire un mec qui va représenter le peuple. Et le mec, visiblement, moi, ce que j'en retire très très vite comme ça, c'est personne ne peut bosser correctement. Et il y a des raisons pour ça. Il y a des raisons qu'il faut peut-être aussi regarder dans ce monde qui est la nouvelle religion, quoi, tu vois, celle du fric, quoi, qui est bien installée depuis longtemps. Mais c'est ça. Moi, plus ça va, plus je me pose cette question, plus ça va, plus je me dis que les gens qui sont élus peuvent rien faire. Ouais. Bon, en tous les cas, merci. Bon concert ce soir. Vous allez être bien reçus, je pense, à Mulhouse. Et une dernière question très importante à Cyril. Il s'appelait comment ton canard? Non, je rigole. Les canards, les canards. Bon, finalement, c'est moi qui ai eu le mot de la fin. Merci, monsieur. Lis, manoir, vibration au nombril même du monde. Lis, lis-moi, fraternité âpre. Puis, m'étranglant de ton lasso d'étoiles, monte, colombe, monte.